Margot Bernalin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en droit privé, vous avez eu un contrat postdoctoral, c'est-à-dire que vous avez travaillé 2 ans sur le programme de recherche Data Santé, enfin dans le cadre de ce programme. Vous êtes spécialiste en droit de la santé, et ce programme Data Santé a mis en lumière euh, les défis ou les épreuves posées au droit par le déploiement des systèmes algorithmiques d'aide à la décision, ou par la collecte massive de données sur les individus. Alors peut-être pour commencer, pouvons-nous faire un état des lieux? Quelles sont aujourd'hui les données collectées dans le secteur médical et comment sont-elles collectées? Alors, il y a une grande variété de données collectées sur le patient dans le domaine de la santé et une grande variété des méthodes de collecte. Alors, on va retrouver tout d'abord les données assez classiques qui sont collectées dans le cadre du soin, plus généralement de la prise en charge des patients, c'est-à-dire votre médecin ou un professionnel de santé qui va vous poser certaines questions relatives à votre santé et va les noter. Il y aura aussi tout ce qui est résultat d'analyse médicale ou imagerie, enfin tout ce que l'on peut tout ce dont on peut avoir besoin dans le cadre de la prise en charge des patients. Ces données sont très classiques, mais elles sont de nos jours de plus en plus souvent numérisées, c'est-à-dire accessibles en format numérique. On va les retrouver dans ce fameux dossier médical partagé pour ceux qui les ont ouverts, ou au sein d'institutions qui ont pu créer leur propre dossier numérique, notamment au CHU de Nantes, au sein de l'entrepôt des données de santé, qui est une structure particulière d'hébergement des données. À partir de janvier 2022, on pourra également avoir accès à ces données numérisées dans un espace numérique de santé qui sera créé automatiquement pour chaque assuré. Donc on a ce mouvement de numérisation de ces données. À côté, on aura d'autres données assez classiques qui sont les données relatives au remboursement des soins sous forme de code, un code par acte ou un code par remboursement d'un traitement. Et là encore, même si ce ne sont pas des données qui indiquent directement l'état de santé de la personne, savoir que j'ai eu accès à tel ou tel traitement va donner une indication de mon état de santé et donc une donnée de santé parce qu'elle permet d'informer sur ma santé. Et à côté de ces données très classiques qui peuvent être regroupées au sein de plateformes, alors en France, on a une grande plateforme de centralisation des données, s'appelle la plateforme nationale des données de santé, qui est gérée par l'État. On va avoir des données qui sont un petit peu nouvelles. Pourquoi? Parce qu'elles sont collectées en temps réel. On n'est plus dans la temporalité du cabinet médical, mais on en sort. On utilise des objets connectés, des applications sur smartphone qui vont permettre de surveiller, de monitorer le patient à l'extérieur de la clinique ou de l'office médical. Et ça, c'est assez nouveau parce que les données collectées sont très diverses et parfois elles n'intéressent pas directement la santé. Alors tout d'abord, quels sont les objets connectés? Il y a des objets connectés très sérieux comme un défibrillateur connecté ou un pacemaker connecté qui vont être prescrits. Et là, les données seront transmises à votre médecin ou au professionnel de santé. À côté de cela, on a des objets plus ludiques comme la montre connectée, le bracelet connecté ou les autres applications de coaching. Et là, les données collectées vont être variées. On va avoir le nombre de pas effectués par jour, les marches montées, les calories brûlées, le poids, la taille, la fréquence cardiaque, le sommeil. Et puis des données qui sont un peu exclues de la santé, comme la géolocalisation, l'adresse IP, ou encore le répertoire téléphonique du téléphone sur lequel est appareillé l'objet. Donc on voit qu'on a une grande variété, avec un mouvement à la fois de centralisation des données assez classiques collectées dans le cadre très classique du soin, où là c'est l'État qui va permettre un accès centralisé à ces données, c'est assez récent, ça date de 2016 et ça a été renforcé par une loi en 2019. Et puis toutes ces données collectées en temps réel et numérisées qui pourront être accessibles par des organismes privés ou par des organismes publics parce qu'elles sont détenues par les fabricants de ces objets connectés ou autres applications. Vous venez de parler de l'Internet des objets, c'est l'un de vos objets de recherche. Un autre objet de recherche que vous avez pu présenter dans le cadre du programme Data Santé, c'est celui de la collecte des données sur les personnes défuntes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est problématique dans l'exploitation de données sur les personnes défuntes? Oui, avec plaisir. Avant tout, il faut rappeler que ces données sont une véritable mine d'or pour la recherche. Pourquoi? Parce qu'elles permettent de retracer le parcours de son patient, ses traitements et tout ce qui a pu conduire à son décès. Donc ces études rétrospectives sont extrêmement importantes. En même temps, elles restent des données sensibles. Pourquoi? Parce qu'instinctivement, on est mal à l'aise à l'idée de savoir que des membres de notre famille ou pour les personnes connues, la presse pourrait avoir accès à ces données. Et la question que je me suis posée, c'est qu'advient-il de ces données? Et la problématique juridique est assez intéressante parce que d'un côté, on a le droit de la santé publique et le droit du patrimoine qui postule une conservation extrêmement longue de ces données pour des raisons de contentieux, pour la recherche médicale, mais aussi pour des questions de traçabilité lorsqu'il s'agit de dons de sang ou dons d'organes. Et de l'autre côté, on a un droit de la protection des données personnelles, protection de la vie privée, qui s'applique normalement qu'aux vivants, parce qu'il n'y a que les vivants
qui ont droit à la protection de leur vie privée, mais qui néanmoins, en droit français, on a quelques règles qui commencent à émerger, mais qui ne semblent pas suffisantes lorsque les données sont collectées par les professionnels de santé pour s'assurer qu'il n'y aura pas une utilisation excessive de ces données. Pourquoi? Parce que si ces données permettent d'informer sur l'état de santé passé d'un patient, elles donnent aussi des informations sur l'état de sa santé de sa famille dans le cadre de maladies héréditaires. Donc il y a vraiment une belle problématique juridique ici avec deux corpus de règles qui s'affrontent. Des acteurs qui jouent un rôle de premier plan sur ces questions de protection des données, d'exploitation de données sensibles, ce sont par exemple les mutuelles ou les compagnies d'assurance. Comment le droit encadre la propriété de données par ces entreprises aujourd'hui? Et quelles sont les dérives possibles de l'exploitation des données de santé par ces compagnies? Et alors, c'est un sujet extrêmement intéressant et finalement assez ancien. Les assureurs et les mutuelles ont un besoin légitime d'accès aux données de santé pour pouvoir assurer un risque en santé et le cerner très finement. Depuis quelques années maintenant, ces acteurs proposent au grand public des objets connectés aux santé au sein de leur complémentaire santé. Ils vont proposer le bracelet connecté ou l'application de coaching. Et dans ce cadre, ils vont récupérer un certain nombre de données, des données très diverses, comme on l'a dit précédemment, de la géolocalisation, mais aussi des données sur nos habitudes sportives, nos habitudes alimentaires, nos habitudes en termes de vacances, de rythme de vie. Et tout cela peut donner une indication sur notre état de santé. Si on fait régulièrement du sport, si on se nourrit sainement, eh bien on pourra en déduire que finalement on est dans un bon état de santé. Alors le droit s'oppose à ce que ces données soient utilisées en cours de contrat pour majorer la prime d'assurance d'un assuré. Néanmoins, elles peuvent être utilisées par les assureurs, ces données, à des fins statistiques à long terme pour dire, voilà, on va essayer de cibler tel comportement en santé parce qu'on sait qu'ils sont liés à tel risque de pathologie. Et pour le juriste, ça interroge le fait que le droit ne se passe pas de manière extrêmement forte sur ces questions. Pourquoi? Parce que les données utilisées peuvent être totalement peu fiables. Parce que moi, dans mon application smartphone, j'ai pas rempli mon bon poids ni ma bonne taille. Et donc, je suis peut-être pas la seule à me tromper sur ces éléments. Donc, les algorithmes vont travailler sur des données pas toujours fiables et vont donner des conclusions parfois hasardeuses. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de corrélation et non pas de causalité certaine entre deux faits, entre la course à pied et un bon état de santé, mais plutôt d'une occurrence statistique qui pourra parfois être erronée et être inadaptée au cas de l'assuré. Et il est difficile, on comprend là, de mettre à l'échelle le droit, de mettre à cette échelle statistique en grand nombre, et les assurances, notamment, peuvent utiliser ces données statistiques pour dégager des profils et adapter leur offre d'assurance par la suite, utiliser ces données à ces fins-là, c'est ce que vous expliquez? Tout à fait, c'est la conclusion de mes recherches, c'est qu'à long terme, ces données statistiques pourront être utilisées pour créer des profils. Ainsi, on peut l'imaginer dans les futurs questionnaires de santé qui seront proposés par les assureurs aux assurés avant de contracter une assurance, par exemple pour un prêt. Pour l'heure, on a des questions très pratiques. Avez-vous déjà subi une chirurgie? Avez-vous été gravement malade? Si oui, les dates. Maintenant, on pourrait imaginer que ce seront nos profils comportementaux qui seront ciblés. Pratiquez-vous quel sport? À quelle fréquence? Donc, on voit des questions particulières. Et là, le droit ne s'oppose pas. Pourquoi? Parce qu'il est confronté entre deux logiques. D'un côté, il y a un besoin légitime qui est reconnu d'accès à ces données par les assureurs. Et de l'autre côté, il y a cette ampleur de la collecte des données qui est mal mesurée encore par le droit. Donc le droit va, j'imagine, évoluer dans l'avenir en se plaçant sur un équilibre entre un besoin légitime et en même temps une nouvelle manière de collecter et d'analyser ces données. Et c'est le rôle de vos recherches, dans le cadre d'un programme comme Data Santé, d'accompagner ces évolutions du droit ou de montrer des voies possibles d'adaptation? Tout à fait, c'est le rôle du juriste de mes travaux de recherche au sein de Data Santé, de montrer l'ampleur des questions juridiques soulevées au travers de cas d'études assez différents, les défunts, les assureurs, de pouvoir monter en généralité pour voir les grandes lignes d'évolution du droit, ce qui pourrait être fait. Et pour cela, on peut s'appuyer dans Data Santé sur une expertise interdisciplinaire, sur des champs précis définis qui viendront enrichir les travaux et j'ai beaucoup bénéficié de ces échanges interdisciplinaires.